Maintenant, l'invitée de la matinale, elle a été ministre de la Santé, elle est professeure de médecine, hématologue et elle publie demain Notre Santé, les solutions concrètes chez Plan. Au moment où on cherche un budget pour la sécurité sociale, nous recevons Agnès Buzyn. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. On va faire l'inverse de ce que je fais habituellement. C'est-à-dire qu'en général, quand quelqu'un publie un ouvrage sur les politiques publiques, il commence par un diagnostic et puis ensuite il dessine un projet d'avenir. Je vais faire l'inverse. Je vais vous demander comment vous voyez la médecine de demain et si j'ose dire avec une baguette magique, la médecine idéale. Quels sont les progrès que vous envisagez? Comment vous la financez? Bref, si on arrivait à trouver toutes les solutions pour le système de santé français, à quoi ressemblerait-il dans 20 ans? Alors d'abord, nous serions en meilleure santé. Nous avons un besoin de prévention primaire. Nous sommes très mauvais en France pour améliorer ce qu'on appelle les déterminants de santé, la lutte contre la sédentarité, l'alimentation saine. Et en réalité, tout cela aboutit à ce que nous vivions plutôt âgés. Par rapport aux autres pays du monde, nous sommes 12e en termes de durée de vie dans le classement mondial, mais en mauvaise santé, avec énormément de malades chroniques. 14 millions de personnes aujourd'hui sont en affection longue durée, c'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Et cela, évidemment, entraîne beaucoup de complications, notamment de la perte d'autonomie. On pense souvent que la dépendance, c'est quelque chose d'inéluctable, et en réalité, on n'est pas dépendant avant l'âge de 90-95 ans si on n'a pas de maladie chronique avant. Donc, vraiment, la prévention primaire devrait être notre priorité. Ça, c'est la première chose. Donc, vous nous voyez plutôt vieux, plutôt en bonne santé, ayant pris en charge nos maladies chroniques. Donc ça, c'est pour une première partie du tableau. Ensuite, la deuxième partie, c'est si nous tombons malades, nous devons absolument avoir un système de santé qui réponde aux besoins d'une population âgée avec des maladies chroniques. C'est aujourd'hui le constat. Nous avons une médecine qui est adaptée au XXe siècle, à une période où on vivait peu longtemps, on mourait jeune, souvent d'accidents, et aujourd'hui nous mourons vieux, souvent avec des maladies chroniques, et donc nous avons besoin de transformer le système de santé avec beaucoup plus de ce qu'on appelle la pluriprofessionnalité. Ça veut dire des prises en charge où le médecin intervient, le médecin généraliste, spécialiste, mais aussi plein d'autres professionnels, des kinésithérapeutes, des diététiciens, des infirmiers. Et donc ça nécessite une prise en charge coordonnée de parcours de soins, quelque chose qu'on ne savait pas faire il y a 20 ans et qu'on doit absolument faire pour que les gens se sentent bien pris en charge. Et puis troisième évolution, c'est l'immense technicité de la médecine. Nous faisons des progrès faramineux. Je rappelle qu'il y a 30 ans, quand je commençais, il y a même 40, quand je commençais mes études de médecine, quand quelqu'un faisait un infarctus, il avait 90% de chances de mourir dans les 5 ans qui suivaient. Aujourd'hui, avant même l'infarctus, on pose des stents, on n'a pas besoin de chirurgie cardiaque lourde, et tout cela aboutit à ce que nous vivions beaucoup plus longtemps. On a besoin de très haute technicité, de plateaux techniques, d'innovation. Ça coûte cher, ça nécessite beaucoup de compétences particulières. Et ça veut dire qu'on doit réorganiser aussi nos hôpitaux, nos cliniques pour des prises en charge ultra spécialisées. Il y a au moins 3 sujets qui sont soulevés par ce que vous venez de dire, Agnès Buzyn. Il y a la question du financement. Il y a la question de ce qu'on appelle le management. C'est un gros mot souvent en France parce que c'est associé à des choses qui sont péjoratives et c'est dommage parce que le management est un art. Et puis il y a la question de la technologie. Alors on va commencer par le premier sujet puisqu'on est en période d'élaboration budgétaire. C'est notre système de santé manque-t-il d'argent ou dépense-t-il mal son argent? Alors clairement, il le dépense très mal. Il faut savoir que nous sommes le 3e pays au monde en termes de dépenses de santé. Il n'y a que l'Allemagne et les États-Unis qui dépensent plus que nous. Or, nous sommes le 12e en termes de durée de vie et nous sommes très loin derrière en termes de maladies chroniques. Donc en fait, il y a un problème d'efficience du système. Nous dépensons beaucoup et les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est lié au fait que ce système de santé a été pensé après-guerre, qu'il correspondait à un schéma de prise en charge qui n'est plus du tout la problématique des Français au XXIe siècle. C'est pour ça que je dis que nous devons absolument le réformer. Aujourd'hui, la trajectoire des dépenses de santé augmente de 4% par an à cause du vieillissement
de la population et à cause de l'innovation qui coûte cher, 4% par an, quand vous êtes déjà le 3e pays au monde en termes de dépenses en santé, est une trajectoire non soutenable. Elle serait soutenable si nous avions une croissance à 4 ou 5%. Mais nous en sommes loin, et je pense que les pays européens, globalement, en sont loin. Donc, en fait, nous devons réformer pour être plus efficaces dans la dépense publique. Ça veut dire qu'il faut il faut mieux gérer, il faut faire du management plus efficacement. Comment on fait ça? Parce que, à la limite, couper dans les dépenses, on choisit lesquelles, on priorise, on négocie avec les syndicats, on gère quelques manifestations et puis on finit peut-être par y arriver. Comment on fait plus de management en enlevant la bureaucratie? J'ai discuté une fois avec des directrices d'hôpital qui voulaient faire un saut au ministère de la Santé. Elles m'ont dit absolument déprimées, mais il y a que des juristes maintenant là-dedans. Est-ce que c'est vrai? Je force un peu le trait, mais le ministère de la Santé, c'est devenu un truc de normes et de juristes. Alors, les normes, elles sont voulues en réalité par les citoyens. Quand il y a des scandales sanitaires, quand il y a des accidents aux urgences, quand il y a... On crée de la norme pour essayer d'améliorer la sécurité. Donc, on ne peut pas jeter toutes les normes dans la santé. Elles sont quand même là pour protéger la vie. Après, il y a de la bureaucratie, il y a surtout un manque de soignants considérable. Pour ça que le ratio entre l'administration et les soignants n'est pas toujours optimal. Nous avons des milliers de postes vacants aujourd'hui dans les hôpitaux, que ce soit des postes d'infirmiers ou des postes de médecins, et c'est un problème mondial. L'OMS évalue à 15 millions le nombre de soignants manquants dans le monde. Donc il y a une compétition internationale pour attirer les soignants. C'est ce qu'on fait en France, puisque l'hôpital public, il marche sur une jambe avec des médecins et des soignants français, et l'autre jambe, c'est des médecins étrangers. Absolument. Est-ce qu'il faut changer ça, ou finalement il faut dire, après tout, l'immigration, entre guillemets, médicale, au bon sens du terme, c'est pas mal. Alors, elle est utile. Aujourd'hui, surtout, nous formons beaucoup plus de médecins que nous le faisions il y a 15 ou 20 ans. Et donc, nous allons rattraper ce retard, sauf qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Et donc, cette sortie des nouveaux médecins des facultés va survenir dans les années 2030-2035, où le nombre de médecins va de nouveau augmenter considérablement. Mais ensuite, il faudra les déployer sur le territoire. C'est là où ça devient compliqué. Alors non, ça ne devient pas compliqué si nous avons des mesures très incitatives et qui font que les gens ont envie d'aller travailler dans les territoires. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas dans les territoires désertifiés? C'est parce que l'exercice qu'on leur propose est peu attractif. Notamment, les jeunes médecins n'ont plus envie de travailler tout seuls dans leur cabinet. Beaucoup des jeunes médecins sont des femmes. Beaucoup souhaitent un exercice salarié. Et de toute façon, ils veulent travailler en maison de santé pluriprofessionnelle ou en centre de santé. Ils ne veulent plus être seuls. Donc on doit organiser tout ça. Quand on parle de l'exercice salarié du médecin, c'est traditionnellement pour beaucoup une profession libérale. Vous avez évoqué la possibilité d'arrêter de payer à l'acte, notamment sur les maladies chroniques, où on pourrait faire un forfait de manière à éviter de consulter sans arrêt dès que surviennent les symptômes. Comment vous envisagez ça? Alors, je n'ai jamais proposé d'arrêter le paiement à l'acte. Il est très important. Il faut payer les gens en fonction de leur activité. Par contre, je pense qu'il faut diversifier les modes de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous payons les gens, notamment les professionnels libéraux, uniquement à l'activité, au nombre, à la quantité d'actes faits. C'est vrai à l'hôpital aussi. Et je pense que ça crée des dérives. Nous avons besoin aussi aujourd'hui de financer la qualité des soins et un certain nombre de missions de service public pour notamment vérifier que les gens sont vaccinés contre la grippe, vérifier que les gens vont faire leur dépistage des cancers. Pour améliorer la santé de la population, il nous faut aussi des financements sur des objectifs de santé publique. Donc ce que je prône dans ce livre, c'est améliorer l'efficience du système, diversifier les modes de financement, certainement pas arrêter l'activité, mais pour les hôpitaux, par exemple, il faut faire en sorte qu'un hôpital trouve des moyens financiers pour compenser quand il adresse un patient en ville. Quand il supprime son activité, aujourd'hui, il est pénalisé. Or, beaucoup de patients pourraient être mieux soignés en hôpital de jour, en hospitalisation à domicile, dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, avec des professionnels autour de lui, proches de chez lui. Donc, comment faisons-nous
pour que le système se transforme, ça nécessite de réorienter les financements vers les objectifs qu'on se fixe. Agnès Buzyn, vous avez été ministre de la Santé, vous n'avez pas pu faire tout ce que vous écrivez évidemment dans ce livre, vous avez eu à gérer le Covid, on en a déjà parlé dans ce studio avec vous-même. Tout de même, quand vous avez été ministre, que la période de préparation du budget est arrivée, vous avez dû voir qu'il y avait des dépenses dont vous vous êtes dit il faudrait couper là-dedans, mais si je coupe, ça va être un tollé alors que ces dépenses sont inutiles. Est-ce que vous avez ça en tête? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez laissé filer des dépenses en vous disant politiquement elles sont justifiées, mais sur le plan médical, sur le plan de notre système de santé, elles ne le sont pas? Vous avez un exemple? Alors oui, bien sûr. D'abord, j'ai déremboursé l'homéopathie. Ça n'a pas fait plaisir, mais il n'y avait pas de justification scientifique. Et donc, ça coûtait quand même entre 200 et 400 millions par an. Voilà. Et ça, on vous en a beaucoup voulu. Beaucoup voulu. Ouais. J'étais arrêtée dans la rue et insultée pour des granules à 2 €, alors que je pensais que nos hôpitaux avaient besoin de ces millions. Après, il y a évidemment beaucoup d'actes inutiles. Ce que dit l'OMS, mais ce que dit aussi l'assurance maladie, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 20% des actes médicaux, que ce soit des demandes d'examen de biologie, des demandes d'examen de radiologie, sont inutiles. Donc vous voyez qu'on a des marges de progrès et d'économie considérables. Encore faut-il être capable de repérer ces actes inutiles. C'est un travail médical, mais tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a une forme de gabegie. Il y a beaucoup d'actes redondants. Le fait que le dossier médical partagé ne soit pas toujours rempli ou que les médecins ne trouvent pas toujours la trace d'un examen fait dans un hôpital, par exemple, fait que nous refaisons sans arrêt les mêmes examens, dont beaucoup sont inutiles. Donc nous avons cet enjeu aujourd'hui de rendre le système plus efficient, et c'est ce que j'explique dans mon livre. Il y a des chemins pour cela. Agnès Buzyn, tout autre chose. Guillaume Tabar vous a demandé quand vous êtes entré dans le studio, parce qu'il est évidemment spécialiste de cela, il a un œil sur la campagne des municipales à Paris. Vous avez été candidate il y a 6 ans à la mairie de Paris. Vous n'avez pas de regrets quand vous voyez ce début de campagne et les choses se structurer? Non, pas de regret. Je soutiendrai Pierre-Yves Bournazel. C'est un candidat de rassemblement, c'est un candidat apaisant, c'est un candidat qui parle à tous les publics de Paris, pas seulement à ceux qui font du vélo ou à ceux du 16e arrondissement. C'est un candidat d'une probité exemplaire qui a d'ailleurs proposé 10 mesures d'amélioration de la conduite des élus à Paris, et je pense que c'est un excellent candidat après la période que nous avons passée. C'est le candidat de l'avenir. Nous avons des candidats du passé des deux côtés d'ailleurs. Ils apprécieront que ce soit Emmanuel Grégoire ou Agnès Buzyn ou Rachida Dati, pardonnez-moi. Merci, Agnès Buzyn, elle est dans le studio. Vous avez été candidate, c'est pour ça que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Aujourd'hui, vous signez cet essai sur la santé de demain. Demain, notre santé, hôpitaux, déserts médicaux, crise sanitaire, sécurité sociale, pénurie, les solutions concrètes. Et c'est paru chez Plomb. Et c'est bien signé d'Agnès Buzyn et pas du tout de Rachida Dati, évidemment. À bientôt, Madame la Ministre. À bientôt.